Deux jours d'or. Aujourd'hui, l'image de la Bretonne traditionnelle est très souvent représentée par la bigoudaine. Dans les publicités, sur nos voitures, caricaturées dans les journaux nationaux, les Bretonnes s'affichent avec leur coiffe haute, d'un air vaillant, courageux, travailleuse et avec du caractère. Chaussées de leurs sabots et vêtues de djenadu, de noir et blanc, à la manière du drapeau breton. Oui, mais est-ce que toutes nos arrière-grand-mères bretonnes portaient cette même coiffe à en faire trembler la tour de Pise ? Tout d'abord, on va voir ce qu'est la coiffe bigoudaine. Où est-ce qu'elle était portée? Et si les femmes, en dehors du pays bigoudin, portaient cette coiffe haute? Vous voyez venir le truc là? La légende remonte au temps de Louis XIV, au XVIIe siècle. Le roi avait décidé d'augmenter les taxes. Les Bretons, très en colère, se rassemblèrent dans les clochers des églises. Pour répondre au peuple, ouh, ça nous rappelle pas un petit quelque chose, un roi qui n'écoute pas son peuple? Une fois n'est pas coutume, ça doit vraiment être un truc de roi ça. Le roi n'en eut pas grand-chose à faire de ce que lui disait son peuple, et décida donc de raser tous les clochers. On appelle cette rébellion la révolte du papier timbré, ou la révolte des bonnets rouges, et elle eut lieu en 1675. Et on dit aussi que comme signe de protestation, les Bretonnes levèrent leur coiffe en hommage au clocher décapité. Mais en réalité, on trouve des traces de cette coiffe de cérémonie haute qu'à partir de 1920. Cette coiffe est caractérisée par sa taille, qui peut faire une trentaine de centimètres. Et elle peut monter jusqu'à 40 cm à Penmar notamment. Dans l'entre-deux-guerres, la coiffe connaît une évolution qui donne le vertige. Telle une bataille contre la société moderne, contre le climat et contre les conditions de vie de l'époque, la coiffe grimpe de façon vertigineuse. Qu'on soit fille de la côte, fille de la ville, brodeuse occasionnelle ou professionnelle, toutes les bigoudaines se lancent dans une course au centimètre. Saison après saison, la coiffe monte, si bien qu'elle gagne 1 cm par an. La hauteur maximale de la coiffe est atteinte au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La coiffe est un marqueur social. Les jeunes femmes portent des coiffes à la mode, alors que les femmes plus âgées continuent de porter la coiffe qu'elles portaient quand elles étaient plus jeunes. Un peu passé de mode donc. Et il faut garder en tête, ou plutôt sur la tête, que jusqu'au milieu du XXe siècle, une femme ne pouvait pas sortir en cheveux, sans coiffe. Elle devait forcément se couvrir la tête. Dans le quotidien, on portait une coiffe pratique et facile à mettre. Elle était portée durant les travaux de tous les jours et cette coiffe s'appelle Urvouluten pour le pays bigoudin. Elle est constituée d'un simple ruban de velours noir autour du peigne et derrière lequel on dissimulait le chignon. Alors que la coiffe de cérémonie, celle dont on parle dans cette vidéo, est portée pour les grandes occasions, et ça paraît assez évident car on peut facilement imaginer à quel point ça peut devenir difficile d'effectuer par exemple les travaux du champ ou de la maison avec cette grande coiffe perchée sur la tête. La partie haute de la coiffe est un rectangle de dentelle. Ce rectangle doit être amidonné car pour tenir, les coiffes sont recouvertes d'un mélange d'amidon et elles sont ensuite repassées. Ce travail précis était réalisé par les repasseuses. Et il fallait aussi le bon peigne, le ruban, les épingles et d'autres accessoires pour obtenir le résultat final. Et dans le cas de cette coiffe de cérémonie, une partie des cheveux était cachée sous la coiffe, tandis que certains restaient apparents. Maintenant, nous allons voir d'où vient le mot bigoudaine. Le mot bigoudaine, qui est apparu dans les années 1830, assez tard donc, vient du vieux français bigot, qui signifie pointe, cheville, et le mot désigne la petite pointe qui surmonte la coiffe. Il s'étend par la suite à la coiffe entière, puis au pays où cette coiffe est portée. Avant de s'appeler pays bigoudin, ce pays s'appelait Cap-Caval. En fait, on ne portait cette coiffe haute que dans les cantons de Pont-l'Abbé, du Guilvinec et dans une partie de celui de Plogastel-Saint-Germain, soit dans une vingtaine de communes. Et en Bretagne, il y a 9 pays traditionnels, la Cornouaille, dont fait partie le pays bigoudin, le Léon, le pays de Dole, le Trégor, le pays de Saint-Brieuc, le pays vantais, le pays nantais, le pays de Saint-Malo et le pays rennais. Les Bretonnes ne sont donc pas toutes des bigoudaines. Même si la Bretonne traditionnelle de base est souvent représentée avec la coiffe haute, toutes les Bretonnes ne la portaient pas, loin de là. Car il existe plus de 700 coiffes en Bretagne. Et elles sont différentes dans chaque pays. Et évidemment, en plus, elles ont évolué et changé au fil du temps.
Je vais prendre l'exemple de Groix, parce que Groix. Je vous insère des dessins de l'évolution de la coiffe groisillonne, de 1800 à 1925. Ces dessins ont été réalisés par Joël Port, qui habite sur l'île. Et ils sont tirés du petit livre appelé « Habits de Groix » du 19e siècle au 20e siècle. Et il a été publié par Groix Éditions et écrit par le musée de l'île de Groix. Les coiffes se posent toutes sur le béguin, que l'on porte d'ailleurs tous les jours dans la vie quotidienne. C'est la première chose qu'on fait le matin en se levant. Aux alentours de 1925, la groisillonne possédait 3 coiffes. La coiffe de dentelle, ou plume-tienne, qui se compose d'un chignon, ou tenidienne, sur laquelle vient se fixer une bande de gaze à laquelle sont cousues des tresses cochées. Autour de cette pièce de gaze se monte une bande de dentelle agrémentée de dents. Cette coiffe est par la suite devenue la coiffe de mariage, et celle du dimanche ou des grandes occasions. Et c'est cette même coiffe du pays de l'Orient qui se verra relevée par les groisillonnes autour de 1925 et qui fait cet effet coiffe gonflée par le vent à la façon des voiles de bateau. Pour le deuil, la groisillonne porte une autre coiffe, qui est une coiffe simple, dite coiffe double. Et il y a encore une autre coiffe différente pour les périodes de demi-deuil. On appelle cette coiffe la coiffe ronde. Ces 3 coiffes sont posées sur le béguin à chaque fois. Et vous pouvez donc voir pour Groix, mais c'est aussi valable pour les autres pays, que les coiffes évoluent au fil du temps et au fil des modes, et qu'on pouvait soi-même avoir plusieurs coiffes en fonction des périodes ou même du jour de la semaine. Maintenant, revenons à nos bigoudaines. À partir des années 50, le regard sur le vêtement traditionnel et sur la coiffe change. Le vêtement devient costume. La coiffe considérée comme ringarde et peu pratique est délaissée pour une façon de s'habiller, de se coiffer et de manière à ce qu'on se fasse moins remarquer. Les Bretonnes se débarrassent de cette image de paysanne, de plouc, de femmes parfois retardées qui leur collent à la peau. Et on dit merci qui ? Merci les Cassines. Donc on a cette image de la bigoudaine coiffée de la grande coiffe, et souvent, il faut l'avouer, elle est majoritairement représentée vêtue d'une robe ou d'une jupe longue, souvent noire, avec un tablier blanc. C'est en partie vrai, mais à partir des années 1900, le tablier, tout comme la coiffe, commence à s'orner de broderies en pays bigoudin. Et au fil du temps, la coiffe se porte même avec des tenues plus colorées, des foulards et des bijoux. Le pays bigoudin, c'est le pays des brodeurs et des brodeuses. Il y a d'ailleurs un festival des brodeuses tous les ans à Pont-l'Abbé. Ce festival a été créé en 1954. Elle a pour origine l'élection de la reine des brodeuses. À l'époque, comme preuve du rang social, les broderies s'empilaient en ligne sur le costume en fonction de la richesse de la personne. Et autrefois aussi, les brodeurs et les brodeuses inventaient des motifs spécifiques, à partir de plumes de paon ou encore de cornes de bélier. Le jaune est de mise, avec cependant des petites touches de rouge, de blanc, de bleu, de vert et de violet. Et d'ailleurs, toujours en 1900, les couleurs du mariage sont le rouge et le jaune. En gros, le vêtement bigoudin se démarque par la beauté des broderies, par la diversité des motifs et des couleurs, et par leur rigoureuse codification sociale. La bigoudaine est donc loin de n'être vêtue que de noir et de blanc. Maintenant, le vêtement traditionnel et la coiffe sont devenus des objets folkloriques, que l'on met pendant des défilés ou pendant des spectacles. En pays bigoudin, en 1977, 31% des femmes de plus de 47 ans portaient la coiffe, soit 3567 bigoudaines. Et elles ne seront plus que 500 femmes, tout âge confondu, en 1993. En 2011, Maria Lambourg est l'une des dernières femmes à porter quotidiennement la coiffe bigoudaine. On la connaît pour avoir joué dans plusieurs publicités de la marque Tipiak, avec André Leflore et Alexia Caoudal, qui est encore vivante et qui est maintenant la seule femme à porter la coiffe tous les jours. Et aujourd'hui, la coiffe bigoudaine est la dernière en Bretagne à être portée quotidiennement. Ce qui contribue très certainement à la confusion entre bretonne en costume traditionnel et bigoudaine. Dans les années 50, la presse française se réempare une nouvelle fois du cliché sur la bretonne en publiant des caricatures de bigoudaine dans le journal du Monde et dans l'Express dessinées par Plantu. Quand il représente la Bretagne, il représente toujours une petite bigoudaine. Pour la caricature, une bretonne, c'est une bigoudaine avec sa coiffe. Bigoudaine devient petit à petit synonyme de bretonne. Il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que la bigoudaine est facile à dessiner, facile à reproduire et à reconnaître. Et en plus, on s'en souvient parce qu'elle donne son nom au pays bigoudin. Et puis, j'en ai déjà parlé précédemment, mais vous vous souvenez certainement d'une publicité tournée en 1993 par Jean Becker avec les plus célèbres des bigoudaines qui sont Jeanne Guégan, Bert Jaouen et Maria Lambourg. Cette pub était pour les plats cuisinés Tipiak. Et on en parle des autocollants à l'iceberg
qui symbolise la petite bretonne portant une coiffe bigoudaine, et ils sont collés sur les voitures de 800 000 personnes. Ces autocollants sont devenus un symbole populaire de reconnaissance des Bretons. La bigoudaine voyage donc à travers la France et à l'étranger aussi. Elle véhicule l'image de la Bretagne et des Bretons, des gens fiers de leur territoire et de leur pays et qui aiment dire d'où ils viennent. Et vous connaissez aussi certainement le cola du Far West qui n'est autre que Brace Cola et qui utilise l'image d'une bigoudaine, en l'occurrence, il s'agit une nouvelle fois d'Alexia Caoudal. Et pour citer un dernier exemple, Mam Goudik utilise aussi une bigoudaine vêtue de noir et de blanc et chaussée de sabots et de charentaises pour symboliser la bretonne traditionnelle, tantôt sur un vélo, tantôt en train de tourner des crêpes ou représentée sur une étiquette de bouteille de cidre. La bigoudaine est partout quand on parle de la Bretagne. Pour certaines personnes, si le pays bigoudin est aussi connu et reconnu, c'est parce qu'il a tout d'une véritable petite Bretagne. Déjà, on peut facilement le situer sur une carte. Son nom est connu grâce à la coiffe, et puis il y a ses côtes rocheuses, ses plages de sable fin, ses calvaires, ses chapelles, ses couchers de soleil sublimes et ses ports de pêche. Il possède un peu cette image de carte postale que cherchent les touristes lorsqu'ils pensent à la Bretagne. Oui, mais le pays bigoudin, ce n'est pas seulement la coiffe haute et les broderies. C'est aussi et pour de vrai la pêche qui est un des fondements identitaires du pays et qui représente près d'un tiers des emplois. C'est aussi la queen, qui est une spécialité du pays bigoudin sud, fabriquée à Pont-l'Abbé, à Ploné-Hurlan-Verne ou encore à Penmar. La queen est une petite crêpe sucrée gonflée à la manière d'un blini, grâce à la levure de boulanger. Et ces quignoux sont cuits des deux côtés sur la pilique, grassement beurrée. Il existe plusieurs variantes, comme à Quérity où on mange la queen calette ou plaquette, qui contient 2 fois plus de farine et qui fait qu'elle est plus dure que la queen de base, ou encore la queen leckel qui est de l'Octudie. Et puis en pays bigoudin, on joue aussi à la galoche, c'est un peu le sport national. La galoche est une pièce de bois que les joueurs posent par terre et sur laquelle ils placent une pièce appelée l'ipar. Les palets sont à lancer le plus près possible de la galoche. Et puis après, on doit dégalocher, c'est-à-dire prendre 3 pas d'élan pour faire sauter la galoche. Et on y joue depuis des siècles. Ce jeu rassemblait aussi bien les marins que les paysans, et on se réunissait après les fêtes, après les mariages ou encore les communions, ou juste quand on voyait des amis. Depuis les années 90, il y a pas mal de villes du pays bigoudin qui possèdent même leur propre galochaudrome, et il y a même des clubs et des équipes de galoches. Et puis en pays bigoudin, et plus exactement à Pouldreuzic, c'est aussi là que l'on fabrique le très célèbre pâté Enaf, qui a vu le jour en 1907. Et cette entreprise a aujourd'hui un quart des marchés des tartinables et autres pâtés en France. Donc pour résumer, on ne portait cette coiffe haute de cérémonie que dans une vingtaine de communes, et encore pas tous les jours, et surtout seulement en pays bigoudin. La bigoudaine était loin de n'être vêtue que de noir et de blanc, ses vêtements étaient très colorés. Et puis le pays bigoudin, ce n'est pas que la coiffe haute, c'est aussi plein d'autres choses. Et pour finir, je conclurai cette vidéo avec 2 citations d'un enfant du pays, qui n'est autre que Père Jacques Asselias, un des plus grands écrivains bretons à qui on doit entre autres le Cheval d'Orgueil. Et Père Jacques Asselias disait ceci en parlant des gens du pays bigoudin, dont il faisait partie. Entêté comme seul un bigoudin peut l'être quand il s'y met. Et aussi, nous autres bigoudins, nous avons la réputation de ne pas être comme tout le monde. Cela doit être vrai, puisque tout le monde le dit. Nous-mêmes les premiers. Ce qui me permet de vous dire que la prochaine vidéo sera un portrait en breton de Père Jacques Asselias. J'espère que cette vidéo démontage de clichés vous aura plu. Je vous fais des beaux queues et je vous dis den dich tro.